C'est une série française qui a marqué les esprits, diffusée il y a 4 ans déjà. Une série d'anticipation dans laquelle le monde se retrouve du jour au lendemain privé de pétrole. Très vite, la population française se montre désemparée, plus de transport et donc plus d'acheminement de nourriture. C'est le système tout entier qui s'effondre et cette série justement a pour titre l'effondrement. Alors bien sûr, ce n'est que de la fiction, nous n'en sommes pas là, mais l'effondrement a le mérite de nous interroger sur notre rapport au pétrole à l'heure où certains s'insurgent de la tenue de la COP28 dans une pétromonarchie, les Émirats arabes unis, et déplore qu'elle soit présidée par le PDG d'une compagnie pétrolière, Sultan Al-Jaber. Ne doit-on pas nous-mêmes faire preuve d'autocritique? Sommes-nous vraiment prêts à faire les efforts nécessaires pour nous passer des énergies fossiles? À quoi ressemblerait un monde sans pétrole? C'est avec vous, Francis Perrin, que l'on va en parler. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des problématiques énergétiques. Concrètement, que se passe-t-il si du jour au lendemain, la France n'est plus approvisionnée en pétrole? C'est le chaos automatiquement? Alors, soyons clairs, ni la France ni le monde ne peuvent se passer massivement et rapidement du pétrole. On peut se passer du pétrole au niveau d'un pays, au niveau d'une région, au niveau du monde, mais dans une période de temps longue. Le pétrole est tellement important dans l'économie mondiale, c'est la source d'énergie la plus importante au monde. Il est omniprésent dans le secteur des transports, routiers, aériens et maritimes. Avec le pétrole, on a la pétrochimie et les plastiques qui sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Le pétrole, c'est le bitume qu'on met sur les routes, c'est les lubrifiants pour les moteurs, c'est des milliers d'objets dans notre vie quotidienne. Donc on ne peut pas envisager, sauf dans une fiction bien sûr, et même dans cette fiction, comme vous l'avez rappelé, c'est la catastrophe, on ne peut pas envisager sérieusement que le fait qu'un pays ou que le monde puisse se passer rapidement du pétrole, ça doit se préparer sur le long terme. Que disent les chiffres aujourd'hui de notre dépendance au pétrole? On en est où? Alors, le pétrole, donc, c'est la source d'énergie la plus consommée dans le monde, devant le charbon et le gaz naturel. Les trois énergies fossiles, ensemble, représentent à peu près 80% de la consommation mondiale d'énergie. Le pétrole, à lui seul, un peu plus de 30% de toute l'énergie consommée dans le monde. Devant le charbon, à peu près 27%, le gaz naturel, à peu près 25%. Dans le secteur des transports, routiers, aériens et maritimes, aujourd'hui, le pétrole, c'est 90 à 100% de part de marché. Et pour les plastiques, c'est 100% de part de marché. Donc clairement, les usages les clés, c'est transport et pétrochimie plastique. Et la demande, elle en est où? Elle continue d'augmenter? La demande continue à augmenter au moment où nous parlons. Nous sommes fin 2023, nous sommes entrés dans le mois de décembre. En 2023, le monde n'aura jamais consommé autant de pétrole dans cette année. Nous allons battre le record précédent de consommation mondiale de pétrole qui était en 2019, avant la pandémie de Covid, qui a fait chuter la consommation de pétrole en 2020. Donc nous allons battre un record historique. Et en 2024, nous devrions battre le record de 2023. Donc nous sommes encore dans un monde qui est assoiffé de pétrole, qui continue à consommer plus de pétrole. Si on prend le 21e siècle... Et pourquoi on en consomme plus? Parce qu'on est plus nombreux sur Terre? Alors, il y a effectivement ces dynamiques démographiques et économiques. Nous ne sommes pas dans un monde où il n'y a pas de croissance démographique et pas de croissance économique, bien au contraire. Et cette croissance économique et démographique, elle est surtout concentrée dans les pays émergents et en développement, qui consomment de plus en plus de pétrole. Supposons qu'il n'y ait que l'Union européenne au monde, ce qui n'est pas le cas, c'est 450 millions d'habitants sur 8 milliards d'habitants. Mais supposons, puisque nous restons dans la fiction, eh bien, la consommation de pétrole baisserait, parce que l'Union européenne consomme moins de pétrole aujourd'hui qu'il y a par exemple 10 à 15 ans. Mais le monde dans son ensemble, avec notamment le poids croissant des pays émergents et en développement, consomme plus de pétrole, plus d'énergie fossile, et nous ne sommes pas encore arrivés à un pic ou à un plateau de la consommation de pétrole. Rappelons que les pays non OCDE, donc non occidentaux pour aller vite, consomment à eux seuls 53-54% de tout le pétrole consommé dans le monde. Le fait que les pays occidentaux commencent à réduire leur dépendance vis-à-vis du pétrole, c'est déjà un premier pas positif, on imagine. Il y a des choses qui se passent, et là, l'élément le plus visible, c'est la montée de l'électrification des véhicules, notamment les voitures électriques. Avec cette décision, notamment de l'Union européenne, de ne plus pouvoir acheter de voitures à moteur thermique en Europe à partir de 2035. Exactement. Signal positif. C'est évidemment un coût important pour aller dans ce sens-là. La Chine développe énormément les véhicules électriques. Donc, les pays développés sont engagés dans un mouvement qui prendra du temps, mais de montée en puissance assez rapide de l'électrification des véhicules automobiles. Ensuite, le pétrole, ce n'est pas que l'automobile. C'est les transports,
parce que les poids lourds électriques, c'est un peu plus compliqué. Les navires électriques, c'est un peu plus compliqué. Les avions électriques, c'est très très compliqué. Donc la montée en puissance de l'électrification des véhicules, des particuliers pour aller vite, ne signifie pas la fin du pétrole. Signifie que le pétrole va perdre en part de marché, mais il est encore puissant dans l'ensemble du secteur des transports et dans la pétrochimie plastique. Donc il faudra pas seulement les voitures électriques, il faudra aussi d'autres moyens de motorisation, les biocarburants, qu'il faut faire aussi monter en puissance, l'hydrogène à plus long terme, dans certains cas le gaz naturel comme carburant, même si c'est encore une énergie fossile, mais moins mauvaise que le pétrole en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Le nucléaire Alors, le nucléaire, avec ça on fera de l'électricité, et avec ça on fera des véhicules électriques. Et puis aussi les carburants de synthèse. Alors là, c'est pas pour tout de suite, hein, qui sont des carburants qu'on obtient en mélangeant, avec un mélange chimique, d'hydrogène et de CO2. Donc c'est des carburants un peu comme des carburants pétroliers, mais pas faits à partir du pétrole. Ça aurait l'avantage de ne pas avoir à changer les moteurs thermiques que l'on a actuellement. Parce que c'est un carburant qui est proche, mais pas d'origine fossile. Donc ce sont toutes ces énergies alternatives, qu'il faudra mobiliser renouvelables. En même temps, je dirais, ou en tout cas dans le temps, tout ne viendra pas en même temps. Les voitures électriques, ça fonctionne, on le sait, il y en a de plus en plus. Les autres, les biocarburants, ça fonctionne, mais il faut en avoir beaucoup, et il faut faire ça de façon intelligente pour pas, évidemment, faire ça au prix de la déforestation, ou de transformer des cultures dont on a besoin pour l'alimentation humaine, de 8 milliards d'êtres humains, en énergie. Il ne s'agit pas de déshabiller Paul pour habiller Pierre. On a des besoins fondamentaux qui sont l'alimentation et l'énergie, et il ne faut pas que l'un, l'énergie, gagne au détriment de l'autre. Donc une deuxième génération de biocarburants à partir de déchets agricoles, et donc bien sûr l'hydrogène à long terme, et puis ces fameux carburants de synthèse sur lesquels on travaille, l'industrie automobile travaille. Pour l'instant, ils ne sont pas compétitifs, parce qu'ils sont beaucoup plus chers que les carburants pétroliers, mais on est au début de quelque chose. On sait très bien qu'avec l'industrialisation, on fait baisser les coûts, avec une production de masse, mais tout ceci prendra du temps. Et cette sortie progressive du pétrole, elle doit aussi passer par la contrainte ? Alors, la contrainte, il y en a en matière d'énergie, en matière de climat. Vous avez cité la décision européenne, Union européenne. À partir de 2035, on ne pourra plus vendre, et donc plus acheter, de voitures avec des moteurs thermiques, sauf pour la question des carburants de synthèse, justement. Mais en tout cas, pas de voitures consommant des carburants pétroliers. Donc ça, c'est une mesure de contrainte. On n'a pas fait un référendum en Europe ou un vote pour demander aux citoyens ce qu'ils pensent. C'est une décision prise par les gouvernements, l'Union européenne et les gouvernements nationaux qui vont décliner cette décision européenne. Donc il y a toujours dans les décisions prises par des États sur des sujets extrêmement importants, telles que énergie-climat, des décisions qui sont prises d'en haut, entre guillemets. En même temps, il faut s'assurer que ces décisions sont expliquées, comprises, qu'il y a un minimum d'acceptabilité sociale, et qu'en remplaçant X par Y, on ne provoque pas des problèmes économiques énormes, des personnes disant « mais c'est bien joli, ça, les véhicules électriques, mais ça coûte beaucoup plus cher, et moi, je n'ai pas les moyens. » Donc, il y a tout un aspect. Il y a des décisions, il y a des aspects technologiques, il y a des aspects de compétitivité économique, des aspects sociaux, environnementaux, d'acceptabilité sociale. Et il faut traiter toutes ces questions-là pour pouvoir, à long terme, très long terme, aller vers le remplacement du pétrole, mais beaucoup de temps. Le gouvernement français, il a un temps envisagé de taxer la pollution avec sa fameuse taxe carbone. Il a dû faire machine arrière avec le mouvement des Gilets jaunes. Concrètement, c'est une mauvaise idée ou c'est une bonne idée finalement qu'il va falloir relancer un jour et pas seulement en France ? Il faut donner un prix au carbone. Parce que si le carbone n'a pas de prix ou s'il a un prix trop bas, pourquoi est-ce qu'on ferait des efforts pour réduire nos émissions de carbone ? Donc forcément, ça passe par des mécanismes économiques dont l'un est une taxe carbone, à condition que cette taxe soit la plus intelligente possible et qu'on n'ajoute pas... Elle ne l'était pas en l'occurrence... Alors, disons que, si vous voulez, on est dans un pays, la France, où les impôts, charges et impôts sont déjà très lourds. Donc si vous ajoutez des impôts sans diminuer d'autres, vous arrivez à un phénomène type gilet jaune ou à des phénomènes de rejet, de révolte sur le plan fiscal. Donc il faut se dire, cette taxe, par exemple, si on l'impose, eh bien on va diminuer d'autres taxes ou on va redistribuer le produit de cette taxe pour que les personnes voient
qu'ils en bénéficient et que ça a vraiment affecté à la décarbonation. Donc c'est possible de faire des choses intelligentes en termes de taxation, mais ce n'est pas toujours ce qu'on fait historiquement. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il faut aller dans ce sens-là et il faut accompagner ces mouvements par des subventions ciblées, non pas visant tout le monde, parce qu'évidemment c'est une incitation au gaspillage, mais visant des couches de la population qui ont besoin réellement d'être aidées. Donc il y a tout un accompagnement économique, social, environnemental et en termes d'explication, de campagne de sensibilisation. Dans des démocraties, les bonnes réformes sont celles qui sont comprises et acceptées. On en revient à la COP28 qui finalement nous a amené à parler du pétrole. Du côté des producteurs de pétrole, justement, qui vont être nombreux à participer à cette COP, est-ce qu'il y a quelque chose à en attendre ? Vous avez alors, la COP, c'est un peu moins de 200 pays réunis à Dubaï. C'est absolument énorme. Et il faut que ces presque 200 pays se mettent d'accord entre maintenant et la fin de la COP28, c'est-à-dire le 12 décembre. C'est un défi absolument énorme. Et dans ces presque 200 pays, il y a quelques dizaines de pays qui dépendent fortement des énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz naturel. Et en particulier des hydrocarbures, pétrole et gaz naturel. Vous pensez bien que ces pays ne sont pas forcément désireux de voir la fin des hydrocarbures de façon rapide. Elle ne peut pas être de toute façon rapide, mais en tout cas, ils ne sont pas pressés, parce qu'ils savent qu'ils en vivent. Pour certains pays, pétrole ou gaz, ça représente 80, 85, 90%, 95% de leurs exportations. Donc ils ont tout intérêt à jouer la montre. Ils ont intérêt, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc on parle de transition énergétique. L'expression n'est pas mauvaise. Une transition, c'est un chemin. Un chemin, ça prend un certain temps. Il ne faut pas essayer de se promener en route pour allonger le chemin le plus possible par rapport au risque du changement climatique. Mais une transition, c'est forcément un chemin, parce qu'on ne peut pas passer d'un monde, le monde actuel, dominé à 80% par 3 énergies fossiles, à un monde, entre guillemets, vert, dans lequel il y aurait 0 énergie fossile. Pourtant, il y a urgence. Oui, mais quand vous partez de 80% d'énergie fossile, vous pouvez avoir toutes les urgences du monde, et l'urgence climatique en est une absolument incontestable. Vous ne pouvez pas appuyer sur un bouton et vous retrouver dans un monde sans énergie fossile. Parce que là, c'est le chaos économique et la fiction que vous évoquiez serait très largement dépassée par cette réalité. Merci beaucoup Francis Perrin d'avoir répondu à la question qui fâche sur France 24. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.